présentation qui va être assez brève. Peut-être rappeler simplement les origines de cette journée par rapport à quelques questions qui sont mises en jeu, selon le thème de la journée, au sein du CRH. Les thématiques de cette journée, donc l'éphémère et le temporaire, proviennent d'un séminaire du CRH que nous avons tenu, je ne sais plus, à l'automne, à Montreuil, et où il est apparu qu'il y avait un certain nombre de préoccupations partagées, ou des interrogations partagées sur le temps de la ville, sur le temps de sa fabrication ou sur le temps de ses usages. Et donc il nous est apparu que l'éphémère, le temporaire, pouvait constituer ou devait constituer une somme de questions ou un ensemble de questions qui, on le verra je pense dans l'ensemble de la journée, étaient tout à fait d'actualité, et j'aurai l'occasion d'ailleurs de souligner quelques points d'actualité. Alors il faut dire que cette journée se situe dans 3 fils par rapport au CRH et par rapport à quelques activités antérieures. Le premier fil, c'est les journées de lieux et enjeux que nous avons pu organiser depuis 3 ans maintenant, 4 ans maintenant, portant sur le patrimoine, la patrimonialisation et du même coup la place et le rôle du temps, de la durée dans la ville et à travers le patrimoine et la patrimonialisation, la place de l'histoire également, la place de l'histoire urbaine, la place de l'histoire dans la ville. Le deuxième fil de préoccupation, donc là dans le prolongement de ce premier, est un fil un peu plus théorique portant sur ce qu'on appelle les régimes d'historicité, après les travaux de Reinhard Koselleck, et que François Hartog a remis d'actualité avec notamment son travail sur le présentisme et sa prise de position sur le fait que le présentisme serait le régime d'historicité qui réglerait beaucoup des actions sociales d'aujourd'hui et des actions collectives d'aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, l'éphémère, le temporaire ont à voir avec ce qu'on appelle le présentisme, et je pense qu'un certain nombre d'interventions dans la journée le souligneront et permettront de mieux comprendre les relations qui existent entre l'éphémère, le temporaire dans la ville actuelle et justement ces questions tournant autour du régime d'historicité. Et puis le troisième fil de préoccupation, c'est bien évidemment les façons dont les habitants gèrent leur temps quotidien, et gèrent également les temps de la ville qui leur sont pour partie imposés, qui leur sont pour partie donnés, mais avec lesquels ils s'adaptent, ils bricolent et ils réorganisent donc une partie de leur quotidienneté. Voilà les 3 fils principaux dans lesquels cette journée prend place. Alors auparavant, je voudrais venir sur quelques points, puisque traditionnellement, c'est un terme que je ne devrais pas utiliser aujourd'hui si on parle du temps et de la durée et de l'histoire, mais traditionnellement, l'éphémère ou l'architecture éphémère, l'urbanisme éphémère, était principalement réservé ou consacré aux fêtes et aux événements singuliers, ou à des événements singuliers ayant par définition, peut-on dire, des durées assez courtes. Alors ici, deux exemples, le travail de Werner Rochlin et d'Oja Buchmann sur l'architecture de fête, et le travail de Jean-Claude Dauphren, sur les fêtes à Paris au XXe siècle. Il faudrait citer également les travaux de Maria Gravari-Barbas sur l'événement et sur la ville comme événement dans ses relations au tourisme ou dans ses relations aux productions culturelles. Donc d'un côté les fêtes et les événements, et puis d'un autre côté les urgences suite à une catastrophe naturelle ou anthropique. Ici, un exemple, le tremblement de terre à Boumerdès en 2003 en Algérie. D'un côté, donc, les immeubles démolis, et puis de l'autre côté, la cité temporaire de relogement qui avait été donc installée pour reloger les habitants qui ne pouvaient plus donc occuper leur logement à Boumerdès.
cité temporaire de relogement qui a duré assez longtemps, puisqu'elle n'a disparu qu'en 73 ou 74, donc 10 ans après, mais on est bien là, non pas dans l'éphémère, mais dans le temporaire. En soulignant que ce temporaire a entraîné un certain nombre ou a soutenu plutôt un certain nombre de modifications sociales, et notamment dans les modes d'habitat de ces populations algériennes. Comme vous le savez, la tradition algérienne est que plusieurs générations cohabitent dans le même logement, dans le même appartement, grands-parents, parents, petits-enfants. Et cette cité temporaire de relogement, du fait de sa structure, du fait des chalets, comme ont été appelés ces bâtiments, du fait des chalets, il ne pouvait plus y avoir cohabitation de différentes générations. Et les jeunes couples, notamment, moins les personnes âgées, mais les jeunes couples, notamment, s'en sont trouvés très satisfaits d'être débarrassés, peut-on dire, de la tutelle du paternel, ou en tous les cas du magistère, donc du maître des lieux, renvoyant aux grands-parents vis-à-vis des enfants. Et donc le relogement de ces populations a entraîné le fait que les demandes ont porté sur des logements neufs, donc, ou des logements reconstruits, mais ont porté sur des logements où la cohabitation n'était plus possible, ou en tous les cas était rendue difficile, puisque ces jeunes ménages avec enfants se trouvaient libérés, peut-on dire, de la façon dont la cohabitation antérieure avait pesé. Donc cela pour souligner que le temporaire est susceptible d'avoir des conséquences, d'avoir une action qui ne s'inscrit pas simplement dans la temporalité de la construction, dans la temporalité de l'événement, mais qu'elle peut entraîner un certain nombre de modifications sociales. Et puis, probablement, faudrait-il faire une place particulière aux bidonvilles. Les bidonvilles, donc, puisque les bidonvilles, c'est du temporaire qui dure, peut-on dire, si je peux me permettre cet oxymore, c'est du temporaire qui dure. Et ici, une vue de Nanterre-la-Folie, donc bidonville qui a existé de 1950 à 1971 et qui a disparu avec ce qu'on a appelé à l'époque le plan de résorption de l'habitat insalubre, qui a évacué la plupart des bidonvilles, en tous les cas de la région parisienne. Donc, plan dit RHI, résorption de l'habitat insalubre, de 71 à 74. Nanterre ayant été le premier bidonville qui a connu donc ce plan de résorption. Et puis à côté, le bidonville de Champigny, qui, dans sa phase maximale, a compté plus de 15 000 habitants, principalement des Portugais, et qui est les bidonvilles, peut-on dire, comme Sas, je parle pour les Portugais, non pas pour le bidonville de Nanterre, qui était dans une autre situation, mais le bidonville de Champigny a fonctionné, peut-on dire, comme Sas, pour les populations qui, migrant en France, s'installaient dans ce bidonville, et puis, au bout de quelques années, en sortaient pour trouver des logements plus convenables. Mais de nouveaux migrants arrivaient, et ainsi de suite. Et donc, ce bidonville, de la même manière, a duré jusqu'au début des années 70. Alors, je ne crois pas qu'aujourd'hui nous parlerons peut-être beaucoup des bidonvilles, sauf peut-être un peu cet après-midi avec Cyril Hanap, mais je le mets de côté dans la mesure où c'est une situation assez singulière par rapport aux principales thématiques qui vont être abordées par les différents interlocuteurs. Alors aujourd'hui, on serait dans une toute autre situation et dans un contexte assez différent, puisque l'éphémère, le temporaire deviennent ou sont en train de devenir le transitoire. Et il apparaît que l'urbanisme transitoire constitue ou constituerait aujourd'hui une modalité de planification urbaine, une modalité de programmation urbaine, et donc participerait de plus en plus de la boîte à outils des planificateurs ou des programmistes ayant à connaître l'aménagement des villes et leur transformation. Le transitoire, donc, serait devenu quelque chose
de tout à fait consistant, qui mérite ou qui méritera certainement d'être mieux éclairé, et je pense que les communications de ce matin notamment apporteront quelques éléments d'explication et d'interprétation, mais qui, en tous les cas, fait qu'on est dans une phase d'institutionnalisation du temporaire sous la forme de transitoire. Alors je vous renvoie là, bien évidemment, à la note rapide que l'Institut d'urbanisme de l'Île-de-France a pu publier, et ils ont même publié un numéro spécial, je peux le faire passer si vous le voulez, un numéro spécial de leur revue sur l'urbanisme transitoire. Donc vous pouvez le consulter sur le site du CRH et puis dans toutes les bonnes bibliothèques comme il se doit. Alors à cet urbanisme transitoire sont donnés bien évidemment de multiples objectifs ou également sont caractérisés par différentes dimensions. Le premier, c'est occuper l'espace en attendant que quelque chose puisse se passer et puisse se développer. L'idée étant que la nature a horreur du vide, et c'est-à-dire que pour empêcher les squats, pour empêcher les campements sauvages, il faut justement occuper l'espace, il faut produire un certain nombre d'activités dans ces espaces de façon temporaire, de façon transitoire, et notamment dans les vastes programmes de ZAC, puisque, comme vous le savez, une ZAC en bonne et due forme dure de 10 à 15 ans pour arriver à son terme, et donc il y a tous les moments intermédiaires qui s'appuient sur des espaces vacants ou sur des édifices vacants, et donc le transitoire, le temporaire, dans ses formes institutionnalisées, chercherait soit à éviter carrément le squat, soit à le réguler sous des formes diverses. Et par exemple, la ville de Paris a signé un certain nombre de contrats d'occupation temporaire avec des différentes organisations, soit des collectifs d'artistes, soit des collectifs d'une autre forme. Et donc là, vous pouvez trouver sur le site de la ville de Paris l'ensemble de ces conventions d'occupation qui ont pu être signées. Deuxième orientation donnée, c'est que cet urbanisme transitoire, cette architecture transitoire, permettrait d'orienter les programmes à venir, c'est-à-dire en fournissant une certaine dynamique à la fois territoriale, spatiale, sociale, culturelle, permettrait d'orienter les programmes à venir qui, dans la longue durée, donc 10 à 15 ans, bien évidemment, sont susceptibles d'être modifiés, sont susceptibles d'être transformés, et donc de cette façon, l'état à venir serait modifié par la transition elle-même ou par la dimension temporaire elle-même. Et puis, troisième objectif principal donné à cet urbanisme ou cette architecture transitoire, c'est activer ou réactiver une vie locale autour justement d'activités qui seraient susceptibles d'intéresser les habitants et les citadins, et notamment dans la proximité. Trois objectifs principaux, il y en a un certain nombre d'autres plus ou moins latents, plus ou moins explicites, mais en tous les cas, on peut envisager ces trois-là. Alors, bien évidemment, cette institutionnalisation du temporaire, cette institutionnalisation de l'éphémère amène à se poser, me semble-t-il, un certain nombre de questions. La première, c'est dans quelle mesure cet éphémère, ce temporaire, ce transitoire est susceptible d'apparaître ou de constituer des formes de pratiques architecturales, de production architecturale et urbanistique, des formes alternatives au modèle ou au mode dominant, et donc de quelle façon cet urbanisme temporaire, cet urbanisme transitoire serait l'appui ou serait le soutien ou constituerait le lieu où des pratiques sociales alternatives pourraient se développer. Le meilleur exemple est probablement ce qui se passe actuellement à Rennes autour de l'ancien hôpital Pasteur, où il y a une volonté de développer un certain nombre d'ateliers où les habitants peuvent venir
et où ces ateliers ont un droit d'occupation dans l'ancien hôpital que d'une année. C'est-à-dire, au bout d'une année, les ateliers existants doivent laisser la place à d'autres, l'idée étant que cela fonctionne un peu comme ce qu'on fait pour les entreprises, je ne trouve plus le terme, enfin, pardon, oui, c'est ça, une sorte d'incubateur pour des ateliers culturels, sociaux, qui se veulent alternatifs vis-à-vis du monde marchand ou vis-à-vis de certaines formes dominantes de la culture. Deuxième type de questionnement, qui seront abordés aujourd'hui d'ailleurs assez largement, c'est quelle professionnalité, quelles compétences requiert justement cet urbanisme ou cette architecture éphémère, temporaire ou transitoire, dans la mesure où l'on voit un grand nombre de collectifs s'organiser, se monter, les uns étant eux-mêmes pour partie temporaire, d'autres durant un peu plus dans le temps, mais bien évidemment, cela pose la question, quel type de compétences s'agit-il, et c'est une question que nous avions débattue au CRH, s'agit-il d'une manière pour des jeunes professionnels, architectes, urbanistes ou venant d'autres champs disciplinaires, d'entrer dans le monde du travail, de se forger un marché, ou s'agit-il de quelque chose de plus pérenne et de forme plus pérenne, susceptible d'apporter de réels changements dans les professionnalités des architectes ou des urbanistes. Et puis, troisième type de questions, et là qui seront abordées notamment dans cet après-midi, quelle temporalité pour la ville? Est-ce qu'on assisterait à une modification profonde, structurelle, des temporalités de la ville, des temporalités qui caractérisent et qui structurent la vie quotidienne d'un côté et les modes de fabrication et de construction de la ville d'un autre côté, et donc savoir jusqu'à quel point nous serions réellement dans des régimes de temporalité qui seraient modifiés par rapport à ce que la planification urbaine traditionnellement ou la conception architecturale traditionnellement produit. Voilà trois types d'interrogations qui, bien évidemment, n'épuisent pas l'ensemble des questions qui seront abordées aujourd'hui, mais que, au moins, on peut proposer comme point de démarrage. Alors, pour conclure là-dessus, il est intéressant de voir, et sur le côté d'institutionnalisation, la façon dont l'IAU a fait le relevé sur la région Île-de-France justement de toutes ces situations d'occupation temporaire des lieux, et donc vous pouvez voir qu'il y a des modalités très variables, puisque ça a été produit par des petits dessins. Cette carte est reproduite dans la note rapide. Et puis, vous connaissez probablement, ou certains d'entre vous connaissent probablement également, le programme de la région Île-de-France qui soutient l'urbanisme transitoire à travers des appels d'offres, maintenant annuels depuis plusieurs années, et qui donc renforce ce mouvement d'institutionnalisation que je mentionnais.